Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait un travail de fourmi pour devenir cigale, une cigale au pays des cigales, et vous avez réussi la performance exceptionnelle au cœur des montagnes de créer un restaurant et un hôtel qui sont un sommet. Bonjour Jean-André Charial. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que Baumanière est connu dans le monde entier. C'est un travail permanent qui vous oblige à être en permanence au Beau-de-Provence. Aujourd'hui, vous êtes à Sud Radio, on vous en remercie. Il y a un livre qui sort qui s'appelle L'Esprit Baumanière chez Flammarion, on va en reparler. Et puis on va reparler aussi de votre carrière à travers des dates clés, c'est le principe de l'émission. Très bien. Et la première date que j'ai trouvée, Jean-André Charial, c'est le 18 février 1960. Si ça vous dit rien, écoutez cette voix. Là, il m'est difficile de vous répondre parce que cet homme profond, vous connaissez cette voix très mal. C'est notre Jean Cocteau. vrai moi. Et c'est la sortie du film Le Testament d'Orphée le 18 février 1960. Et ce sont vos débuts et vos adieux au cinéma. Absolument, oui. Oui, mais il a tourné le film au Beau, enfin une partie du film au Beau dans les Carrières, en 58, si ma mémoire est exacte. Et j'avais 13 ans. Et je venais toujours, moi je suis né à Paris, et je venais voir mon grand-père maternel Raymond Thuillier, qui est le fondateur de l'Hosto de Baumanière. Je venais le voir l'été, et j'étais toujours en vacances. Et donc comme ils ont tourné pendant 3 mois au Beau, que Jean Cocteau s'était installé à Baumanière, et effectivement c'est mes débuts au cinéma, puisque on m'avait fait faire de la figuration. On m'avait mis une tête de cheval, et donc évidemment on ne savait pas qui j'étais. Mais bon, c'est ma première expérience, et ma dernière. Voilà. Il faut savoir que Le Testament d'Orphée, c'est le dernier film de Jean Cocteau, et qu'il a eu quelqu'un qui l'a beaucoup aidé, c'est quelqu'un qui l'avait lui-même aidé, c'est François Truffaut. Il lui avait remis, en tant que président du Festival de Cannes, le prix de la mise en scène pour les 400 coups, et Truffaut a financé une partie du Testament d'Orphée. Ah oui, ça je ne savais pas. Alors, on le voit d'ailleurs, un journal télévisé, où on voit Jean Cocteau sur la terrasse de Baumanière, où vous veniez donc tout le temps en vacances, et quand vous aviez 12-13 ans, et vous étiez fasciné par les cuisines, Jean-André Charial. Oui, mais c'était un autre monde. Moi, j'habitais à Paris dans le 16e arrondissement. J'ai eu une enfance très bourgeoise entre le lycée Claude Bernard, le stade Jean-Bouin où je jouais au tennis. Et c'était un autre monde pour moi. J'étais absolument fasciné par toutes les vedettes et les stars qui venaient déjà à l'époque. Kirk Douglas avait tourné le film sur Van Gogh à l'époque, Liz Taylor, Richard Burton, enfin toutes ces grandes vedettes américaines étaient là. Et moi, je regardais ça avec des yeux d'un enfant de 13 ans. Et Raymond Thuillier, donc votre grand-père, a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était dans les assurances et il avait un rêve, à cause d'ailleurs, je crois, des cuisines de sa mère. Il avait un rêve, c'était créer un restaurant gastronomique. Oui, c'était un homme extraordinaire. Il a eu plusieurs vies. Mais les origines d'aubergiste de la famille, c'est effectivement mon arrière-grand-mère, donc la mère de Raymond Thuillier, veuve d'un cheminot qui travaillait au dépôt de la gare de Chambéry. Et comme c'était un employé du PLM, on lui a confié le buffet de la gare de Privas, la concession du buffet de la gare. C'était en 1900. Donc le petit Raymond Thuillier avait 3 ans. Et il voyait sa mère faire la cuisine pour les voyageurs du train de 19h25, enfin 18h50, etc. Et il a toujours vu sa mère cuisiner, il était dans les jupes de sa mère. Et donc il a fait la garde 14 et il a fait une carrière extrêmement brillante dans les assurances. Et en 45, il a décidé de changer de vie complètement, il avait plus de 50 ans. Et il a commencé à créer ce restaurant, l'Hosto de Baumanière. Et il y a aussi derrière un détail important, Privas, où il a été élevé, c'est une spécialité de jambon, de saucisses, et les premiers marrons glacés ont été créés à Privas. Oui, c'est exact. Oui. Alors, il s'est inspiré des recettes de sa mère pour créer un empire. Il a inventé, Raymond Thuillier, le relais de charme. Oui, puisque avant la dernière guerre mondiale, il y avait des bons restaurants qui étaient déjà 3 étoiles au Guide Michelin. On s'arrêtait chez Dumaine à Saulieu, on s'arrêtait chez Point à Vienne. Mais tous ces endroits, ils étaient sur la Nationale 7. Les chambres étaient, pas très confortables, enfin, en tous les cas pas luxueuses. Sur la route, donc assez bruyante. Il n'y avait pas à l'époque d'endroits à l'écart des grands axes routiers qui alliaient une qualité de cuisine, de service et de charme, et de parc et de jardin. Ça n'existait pas. Et c'est Baumanière est le premier. Oui, et en autodidacte, Raymond Thuillier a obtenu 3 étoiles en 10 ans, ce qui est un cas unique.
Oui, c'est allé vite, puisqu'il a eu la première en 49, la deuxième en 52, la troisième en 54. Oui. Et en travaillant beaucoup, et ça, vous en savez quelque chose, vous avez vraiment appris Jean-André Charial à travailler avec lui. Oui, il était très dur. Hein. C'est bon, on apprend. On apprend, vous avez bien appris, et surtout, il vous a appris la rigueur en permanence, et c'est ce que vous appliquez. Oui, c'est à mon avis, c'est la qualité principale de la cuisine et de notre métier. Il faut être extrêmement rigoureux. C'est ça qui fait la différence entre un très très bon et un moins bon. Voilà. Ici, on est très rigoureux sur les horaires, donc on va s'arrêter quelques instants pour se retrouver très vite avec une autre date, le 17 mai 1972. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-André Charial. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-André Charial, publié L'Esprit Baumanière chez Flammarion, on va en reparler. Mais Baumanière, on en reparle, votre domaine, à travers une autre date, le 17 mai 1972. Et apparemment, ça ne vous dit rien, alors écoutez cette voix, Jean-André Charial. My lords, members of the House of Commons, my husband and Vous connaissez cette voix, la reine Elisabeth d'Angleterre. Oui, Et c'est le jour où elle est là, pour la première fois, et vous êtes en coulisses. Oui, absolument. Oui, je me souviens maintenant. C'était un événement extraordinaire pour nous, puisqu'elle a couché à l'hôtel, ce qu'elle ne fait jamais d'habitude, puisqu'elle couche soit dans ses ambassades, soit sur son bateau, ou dans ses résidences. Elle ne couche pas dans des hôtels. Et là, c'est Georges Pompidou, qui était un ami de mon grand-père, qui avait organisé ce voyage officiel, et elle est restée donc 3 nuits à Lousseau de Baumanière. Elle a dîné là, elle a visité la cave, elle a visité la région, elle a été reçue par Monsieur Fabre, qui était le président de UTA à l'époque, qui avait une magnifique demeure en Camargue. Elle était allée aussi au château de Lagois, qui était la demeure de Monsieur Sénard, dont le fils est aujourd'hui le président de Renault, et qui était chargé du protocole à l'époque. Et elle était là en compagnie du prince Philippe et du prince Charles. Oui, absolument. Et elle est revenue plus tard d'ailleurs, je crois qu'elle est venue avec son thé personnel. Et oui, c'était impressionnant parce que c'est pas tellement le thé, c'est l'eau, si vous voulez. Elle amène l'eau. Elle amène l'eau. Elle avait énormément de bagages. Et ce qui était drôle, c'est que le voyage officiel suivant était celui de Deng Xiaoping. Et lui, il n'avait pas de bagages par rapport à la reine d'Angleterre. Et Deng Xiaoping est venu chez vous aussi. Oui, il est venu. Oui, on a eu comme ça un certain nombre de voyages officiels pendant que Georges Pompidou était président de la République. Et le premier, c'était effectivement la reine d'Angleterre. Ensuite, il y a eu Deng Xiaoping. Ensuite, il y a eu le Shah d'Iran. C'est des personnalités très différentes et qui n'ont pas le même sens du protocole. Quand la reine d'Angleterre dit « je passe à 8 heures à table », c'est à 7h58, elle passe la porte du restaurant. À 59, elle s'assied. À 8h, on peut commencer. Quand le Shah d'Iran vous dit on passera à table à 8h, c'est à 9h, il est toujours pas là. Voilà. Et elle a beaucoup d'humour, la reine d'Angleterre. Un jour, le vicomte Linley, donc son neveu, le fils de la princesse Margaret, est là. Elle lui dit va voir ta mère, elle est malade dans sa chambre. Il refuse. Et il prend une claque en disant tu dois m'obéir, je suis quand même la reine. Et ça a fait rire tout le monde. Elle a ri de bon cœur. Alors c'est vrai que vous arrivez là-dedans. Il y a une photo de vous, je crois, à Baumanière, à 12 ans, en costume cravate, très sérieux, très timide, Jean-André Charial. Oui, c'était au moment d'un réveillon, oui. Et donc, vous arrivez aussi timide, vous faites des études à HEC, aux études commerciales et pas communales. Ni culinaire. Ni culinaire. et vous allez arriver à Baumanière pour vous occuper de la gestion, parce que votre grand-père a beaucoup insisté. Oui, il avait 75 ans, à peu près, et il pensait à sa succession. Ce qu'il ne savait pas et que je ne savais pas non plus, c'est qu'il allait vivre jusqu'à 97 ans. Oui. Mais voilà, donc, et travailler jusqu'à 97 ans. Oui. Donc, je suis venu parce que j'avais une passion pour cet endroit, et que j'ai toujours d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai commencé par m'occuper un peu de ce que j'avais appris à HEC. Enfin, la gestion, la comptabilité, tout ça, ça n'a jamais été ma passion. Et donc j'ai très vite eu envie de faire la cuisine. Et voilà, donc je me suis mis au fourneau, je suis allé apprendre chez les amis. Oui, c'est-à-dire que vous avez fait la tournée des grands chefs, comme on dit, en apprenant chez Trois Gros. Je suis allé chez Trois Gros, chez Chapelle, chez Berlin, chez Girardet, chez Bocuse, oui. C'était une époque où les chefs n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui, Jean-André Charial. Oui, seul Bocuse commençait à être connu, c'était dans les années 70, hein. Bon, les autres étaient un peu moins connus, mais connus dans un certain milieu, mais ils n'avaient pas
le rayonnement international qu'ils ont aujourd'hui. Oui, et Bocuse était le premier d'ailleurs à jouer les stars de la cuisine, et il a ouvert la voie à beaucoup d'autres. Et sans lui, il n'y aurait pas eu Top Chef et compagnie. Oui, non, c'est une autre époque, mais il a sorti les cuisiniers de leur cuisine, c'est vrai, il faut lui rendre cet hommage. Alors, vous avez aussi appris le métier en Tunisie pendant le service militaire, et puis à Londres aussi. À Londres, oui, c'est-à-dire que j'ai fait mon service militaire dans la coopération comme directeur d'hôtel, ce qui était assez sympathique. C'était en 68. J'écoutais à la radio et je comprenais pas très bien ce qui se passait à Paris avec ces jeunes gens ces barricades, ces pavés qui volaient. Et moi, j'attendais les jeunes Suédoises qui débarquaient toutes les semaines. C'est quand même plus sympa. C'est quand même plus sympa, oui. Mais à Londres, non, j'ai ouvert un restaurant à Londres. J'ai ouvert un restaurant à Londres plus tard, dans les années 87, je crois. Et en cuisine, donc, vous êtes arrivé à Baumanière, et ça n'a pas été simple, car votre grand-père ne vous passait rien, Jean-André Charial. Oui, non, c'est un homme très exigeant, qui est très dur, très travailleur. C'est vrai que c'était difficile, mais bon, c'est une excellente école. L'époque était vraiment différente. Quand je vois aujourd'hui les mentalités de l'époque, et la façon dont on pouvait se séparer d'un employé qui ne convenait pas, c'était assez différent. Voilà, c'était beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, 3 jours avant sa mort, votre grand-père a dit, tu peux prendre la porte si t'es pas content. Oui, il était très très dur, c'est vrai. Oui. Bon, vous avez une autre façon de travailler, mais vous travaillez comme lui, de 8h du matin à minuit, 7 jours sur 7, Jean-André Charial, ce qui fait les 35 heures plusieurs fois par semaine. Oui, non, c'est une volonté. Moi, j'ai dépassé depuis longtemps l'âge de la retraite. Si je continue, c'est parce que j'ai envie et que ça me fait plaisir. Je me plains pas. J'aime ça, voilà. Donc, à partir de là, tout va bien. Oui, mais vous avez aussi développé le patrimoine familial, et quand vous êtes arrivé à la tête de Baumanière, vous avez compris qu'il fallait moderniser la cuisine et l'hôtellerie. Oui, c'est le seul reproche que je peux faire à mon grand-père, parce qu'il avait d'énormes qualités, surtout il était très visionnaire, parce que c'est le premier à avoir fait un deuxième restaurant. À l'époque, ça n'existait pas, hôtel-restaurant La Cabre d'Or. C'était le premier à vendre des produits comme du champagne, du gigondas, du vin sous son étiquette, sous l'étiquette Baumanière, etc. Donc, que tout le monde a suivi ailleurs dans le monde entier. Oui, ça a été suivi. Après, il a été visionnaire en s'installant déjà à Hobo, qui était un village perdu où il y avait 4 habitants et 3 chats noirs à peu près, mais maintenant qui est un village extrêmement connu. Mais en 45, c'était peu connu. Et donc, mais ce que je peux lui reprocher, c'est que comme les gens qui sont âgés, à un moment, ils veulent pas changer de décor. Et donc, je me souviens de lui avoir dit, mais il faut changer ces rideaux rouges, là, ils sont sales, ils sont pisseux, etc. Il m'a dit, ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, ils continueront, ils vont très bien comme ça. Et bon, c'est un peu dommage. Donc, à sa mort, effectivement, avec ma femme Geneviève, on a beaucoup investi dans les chambres d'hôtel surtout, et puis dans le restaurant aussi. Et ça a marché puisque le monde entier vient chez vous. Alors les personnalités du passé, il y a quand même des noms très prestigieux. Picasso est venu chez vous? Oui, il est venu au moment du Testament d'Orphée, du tournage du film. Et d'ailleurs, il réglait, dit-on, ses additions en faisant un dessin sur la nappe du restaurant. Oui. Et on raconte qu'un jour, on lui demande de signer, il dit « j'ai pas acheté le restaurant ». C'est exact. Enfin, c'est une histoire que j'ai entendue. Et puis, il y a les stars. Quand on voit le livre d'or des Beaux de Provence de Baumanière, Humphrey Bogart, Clark Gable, Guitry, Fernandel avec une cigarette au bec, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, tout le monde est venu. Oui, tous les hommes politiques sont venus. J'ai reçu tous les présidents de la République, de Gaulle à... Pas encore M. Macron, mais j'espère que ça ne tardera pas. De Gaulle est venu. Oui, De Gaulle est venu. Ils sont tous venus. Et les présidents américains, Truman est venu, l'empereur du Japon est venu, le Premier ministre du Japon, donc tous les hommes politiques. Après, il y a les gens du spectacle, c'est-à-dire les chanteurs. Bono du U2 est venu, McCartney est venu... Jean Reno s'est marié chez vous? Jean Reno s'est marié chez nous. Voilà, Mick Jagger est venu. Donc, que ce soit français ou étrangers, ils sont tous venus un jour. Puis, il y a les hommes de théâtre comme Arditi. Soit parce qu'ils font des tournées dans le coin, soit ils viennent par amour du lieu et qu'ils aiment. Voilà, il y a Bakri, il y a Jaoui, il y a Jamel. Mais ils viennent chez vous, Jean-André Charial, parce qu'ils se sentent protégés. Oui, c'est-à-dire qu'on fait tout pour pas les ennuyer
et qu'on on les ennuie pas avec des demandes d'autographes ou des photos, etc. Donc ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ouais. Et puis il y a eu un problème un jour avec Liz Taylor, parce que je crois que sa mallette de bijoux n'entrait pas dans le coffre de Baumanière. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très embêté parce qu'elle me dit qu'elle voudrait déposer ses bijoux dans le coffre, mais c'était une énorme mallette et moi mon coffre n'était pas assez grand. Donc j'ai mal dormi cette nuit-là. Oui, donc j'étais inquiet parce que j'ai pas pu le mettre dans le coffre, donc je l'ai mis dans ma chambre. Ça c'est ça. Remarquez, avoir Liz Taylor dans sa chambre, même à travers les bijoux, c'est pas si mal que ça. Oui, non, c'est bien. Et puis il y avait un autre fidèle aussi, et d'ailleurs vous lui avez consacré un texte sur un menu, c'était Frédéric Dard. Oui, moi j'aimais beaucoup Frédéric Dard. Ouais. Il aimait beaucoup Baumanière et il a écrit des choses merveilleuses sur cet endroit. Il dit qu'il était fier de Baumanière et que c'était pas seulement une hôtellerie, mais une récompense. Hein, il venait régulièrement. Et ce qui m'avait le plus surpris, c'est que, en général, il venait pas ailleurs, si vous voulez. Il aimait Baumanière, donc il venait à Baumanière. En famille. Oui, en famille, oui. On a fait les fiançailles de sa fille. Enfin, il est venu, mais vraiment très, très, de très, très nombreuses fois. Et un jour, je l'avais rencontré au cours d'un concours de cuisine. Là, j'étais à Lyon c'était un espèce de programme, là, comme au golf, un professionnel, un amateur. Donc, il y avait un chef par région. Il y avait 3 gros pour Rhône-Alpes. Moi, j'étais pour Marseille. Il y avait, etc. Des chefs connus pour chaque région de France. Et je sors de la cuisine et je tombe sur Frédéric Dard. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, j'ai mon tailleur qui est dans l'hôtel, là. C'était au Sofitel à Lyon. Alors, je me fais faire mes costumes. Moi, je dis, viens avec moi, etc. Je pensais qu'il connaissait tout le monde. Or, il connaissait aucun des autres chefs qui étaient très connus. Il ne connaissait pas Michel Trois-Hauts. Je dis, comment c'est... D'habitude, tous mes clients, quand ils viennent à Baumanière, la veille, ils étaient dans un 3 macarons, ou le lendemain, ils sont chez Berger. Voilà. Et il connaissait personne. Il m'a dit, moi, j'aime Baumanière, donc j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Quand je prends 3 jours de vacances, je vais là, je n'ai pas besoin de m'arrêter ailleurs. Et c'est vrai que c'est une mentalité aujourd'hui qui est un peu différente puisque aujourd'hui les gens zappent sans arrêt sur des nouveaux endroits qu'ils veulent découvrir. Alors que lui, il était très très fidèle. Oui, il a eu un seul procès dans sa vie à cause de son personnage de Berrurier. Il y a un certain comte Berru qu'il a attaqué en justice pour usurpation d'identité. Ouais, naturellement, ça a fait beaucoup rire et le procès a été perdu. Oui, bien sûr. Mais il parle de Baumanière d'ailleurs dans 2 livres, 3 livres même. Ouais, il disait toujours, il y a les cons et les pas cons. Les cons, c'est ceux qui connaissent pas Baumanière. Voilà. Nous, on connaît Baumanière. On va encore mieux le connaître dans quelques instants à travers une autre date, le 18 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-André Charial. Les clés d'une vie, Sud Radio, avec mon invité Jean-André Charial. Alors, le 18 septembre 2019, un livre, signature, l'esprit Baumanière chez Flammarion. C'est un livre auquel vous tenez car vous racontez que Baumanière, c'est justement un esprit. Jean-André Charial et pas seulement un restaurant. Oui, c'est effectivement un restaurant, mais c'est plus qu'un restaurant. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui un certain nombre de chambres, il y a 54 chambres. Il y a un restaurant, donc Lousteau de Baumanière étoilé. Il y a un autre restaurant sur le domaine qui s'appelle la Cabre d'Or. Il y a un spa. Et puis, c'est aussi un autre Les Châteaux à Villeneuve-les-Avignon qui s'appelle le Prieuré. C'est un restaurant à Courchevel dans un hôtel qui s'appelle le Strato. Donc, le restaurant s'appelle Baumanière 1850. Donc c'est un petit groupe animé par la flamme de Lousteau, mais ça n'est pas que Lousteau. Oui, et c'est surtout un art de vivre intemporel, c'est-à-dire que lorsqu'on est chez vous, il y a des tas de choses à voir dans les environs, il y a des balades possibles, et c'est vrai que la Provence correspond à la tradition chère à Pagnol, Jean-André Charial. Oui, c'est un monde particulier, la Provence. Et il y a une lumière, surtout pour moi, c'est la lumière. Je voyais hier, il y avait une lumière extraordinaire. Quand on arrive à Paris, ça nous manque. Oui, et dire que ceux qui vivent en Provence ne se rendent pas compte de leur chance d'avoir cette lumière. Puis il y a ce village des Baux qui est juste au-dessus, qui est bourré de touristes pendant des mois et des mois, dont votre grand-père a été maire, et vous aussi, Jean-André Charial. Non, moi, je n'ai pas été maire, j'ai été adjoint, mais j'ai jamais voulu être maire et je ne le serai jamais. Pourquoi ? C'est beaucoup plus d'emmerdement que de satisfaction. Alors, moi, je suis très occupé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je travaille tous les jours. Et moi, ma passion, c'est le beau, le bon. C'est pas... voilà.
Alors, je laisse le village... Oui, mais c'est quand même un très beau village. C'est le village touristique par excellence et le monde entier y vient. Oui, il y a plus d'1 million de visiteurs. Et surtout depuis qu'ils ont installé les carrières de lumière dans les carrières où Cocteau, justement, avait tourné le Testament d'Orphée, ça amène encore plus de monde. C'est un spectacle magnifique, d'ailleurs. Et alors, le spectacle, il est tous les jours chez vous parce que vous êtes aux manettes. Pendant quelque temps, vous avez quitté le restaurant, la cuisine, et vous y êtes revenu, Jean-André Charial. Oui, j'y suis revenu. J'y suis revenu à la suite d'une histoire que je ne vais pas raconter ici, mais moi, j'aime la cuisine, mais j'y suis revenu, mais j'ai laissé maintenant quand même les clés de la cuisine à un jeune garçon qui s'appelle Glenn Viel. Qui est breton, ce qui est logique quand on travaille en Provence. Oui, c'est très logique, oui, mais il a du talent, il est volontaire, il est ambitieux, et il ne pense qu'à la cuisine, ce qui pour moi est extraordinaire, parce que souvent je suis maintenant plus chef d'entreprise que chef de cuisine, puisque j'ai plus de 180 salariés, et qu'aujourd'hui, c'est pas si simple. Qu'est-ce qui vous fascine dans la cuisine d'un grand chef? Parce que quand on entre, il y a une sorte de grouillement, chacun est à sa place, c'est presque une pièce de théâtre, Jean-André Charial. Oui, c'est une pièce de théâtre, c'est une organisation un peu militaire. Souvent, on ironise sur oui chef, bien chef, etc. Mais il faut que ce soit très organisé. Et le mot, c'est vrai, dont on parlait tout à l'heure, de rigueur, à mon avis, est capital. Parce que c'est ça qui fait la différence. Il y a des plats à préparer. Ils prennent un certain temps. Ils prennent pas tous le même temps. C'est-à-dire qu'un rouget, ça cuit plus vite qu'un pigeon. Et il faut qu'il soit prêt en même temps pour être servi au même moment dans une table déterminée. Et on fait du sur-mesure. Il y a beaucoup de monde dans une cuisine comme à Bonnières, puisqu'il y a 30 salariés, parce qu'on fait du sur-mesure. C'est-à-dire que le pigeon de Monsieur Plessis, c'est pas le pigeon de Madame Tartampion. Et donc, on fait tout à la minute et tout sur mesure. Et si c'est pas organisé, c'est un foutoir pas possible. Et parmi vos cuisiniers, un jour, vous avez eu un acteur célèbre, Omar Sy. Oui, j'ai eu Omar Sy parce que il devait tourner un film où il devait avoir un rôle de cuisinier en Angleterre, je crois. Je me souviens plus du titre de ce film. Et donc, il était venu me voir parce qu'il a une maison à côté, là, à Saint-Rémy. Et il m'avait demandé si je pouvais lui apprendre quelques gestes du cuisinier, c'est-à-dire comment tenir un couteau, comment couper des oignons, des carottes, etc. Et enfin quelques gestes classiques du monde de la cuisine. Et donc il est venu, il est allé en cuisine dans la salle, que les gens l'ont reconnu. Il est venu en cuisine, oui, il est venu en cuisine. Il est venu dans la salle aussi, oui, c'était drôle parce que les gens se demandaient qui c'était celui-là. Et personne ne l'a reconnu vraiment? Non, pas vraiment, non, parce qu'il y a trop de décalage entre l'endroit, la veste blanche et le cinéma. Et vous savez qu'il a commencé au cinéma au Festival de Cannes, et pour aller au Festival de Cannes la première fois, il a refusé de passer le bac, il a raté son bac. Ah non, je savais pas. Et ça lui a porté bonheur. Et quelqu'un qui vous a porté bonheur aussi, c'est un homme politique dont on va entendre la voix, Jean-André Charial. On attendait ce geste qui nous parlait, ce geste qui faisait que le micro, à un moment ou à un autre... Premier ministre sous Chirac, Jean-Pierre Raffarin. Et c'est vrai que vous lui devez quelque chose. Oui, je lui dois quelque chose indirectement, parce que je suis vigneron et j'avais créé un premier domaine qui s'appelle le Château Romanin, dont je suis parti en 2001. Et j'ai été recueilli par un ami suisse qui a le domaine de Lausière, en plein centre des Alpilles, qui m'a dit « fais le vin que tu veux, là, comme tu veux, etc. » Et donc j'ai fait un vin comme j'aimais, et comme je les aime, d'abord avec une culture en biodynamie, et ensuite un assemblage particulier qui est différent, et un élevage qui est différent de celui du domaine de Lausière. Mais j'avais pas de nom pour ce vin. Et donc un jour, c'est Wolinski, dessinateur malheureusement disparu dans l'attentat de Charlie Hebdo, qui venait souvent parce qu'il avait une maison à Gordes, pas très loin, et puis il m'aimait bien, donc il venait discuter avec moi. Et il venait discuter, il aimait bien parler de la Tunisie notamment, parce que tout à l'heure vous avez rappelé que j'avais fait mon service là-bas, et lui il était né en Tunisie. Et donc, dans la conversation, comme ça, un jour, il me dit Raffarin, il carbure à l'affectif.
Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais voilà. Et quand moi je cherchais le nom de mon vin, j'ai dit moi je carbure au rouge, et puis c'est ma façon aussi de gérer mes affaires très très affectives. Et donc j'ai trouvé le nom j'ai dit clac, ça y est, j'ai trouvé le nom de mon vin, j'ai déposé le nom. Et donc mes cuvées s'appellent l'affective. Et alors ce qui est drôle, c'est que Raffarin est venu quelques temps après, il venait visiter son ami au Mas de la Dame, là, qui est aussi un vigneron, Poniatowski. Et je lui raconte cette histoire. Et je lui dis, vous savez que indirectement, c'est grâce à vous que j'ai trouvé le nom de mon vin. Et alors il était très étonné. Et puis il écrit un livre qui s'appelle « Je marcherai à l'affectif ». Et si vous lisez les 3 premières pages de ce livre, il vous explique comment sur la terrasse de Beaumanière, il a trouvé le titre de son livre. C'est un prêté pour un rendu. Oui, on avait bouclé la boucle. Alors dans ce livre, L'Esprit Beaumanière, vous racontez cette anecdote et beaucoup d'autres, et il y a bien sûr des recettes de cuisine. Alors les gens disent, des recettes, on n'y arrivera jamais, Jean-André Charial. Non, c'est pas un vrai livre de cuisine, parce que il y a que 25 recettes, je veux dire, c'est pas un livre avec une centaine de recettes. Il y a des recettes anciennes qui ont fait la réputation de Lousteau de Beaumanière, des recettes que j'ai faites il y a 30 ans, il y a 20 ans, même certaines qui datent de mon grand-père. Et puis il y a des recettes nouvelles qui sont celles de mon jeune chef, là, Glenn Viel. Donc c'était pour montrer un peu la transition et comment dans une même maison on pouvait avoir des recettes, à la fois des recettes intemporelles qui passent les décennies et des recettes nouvelles de la cuisine d'aujourd'hui. Et puis en plus, vous évoquez la cuisine d'aujourd'hui avec quelque chose dont vous avez été le pionnier, Jean-André Charial, c'est le bio. Oui, c'est le bio et les légumes. Parce que j'avais un très beau jardin potager il y a 40 ans déjà. Et à l'époque, maintenant beaucoup de chefs ont leur jardin potager, mais à l'époque peu en avaient. Et donc j'ai été le premier à faire un menu uniquement de légumes. C'était en 87, donc il y a plus de 32 ans. Bon, il y en a beaucoup d'autres derrière qui ont... Le plus célèbre, c'est Alain Passard, mais c'était après moi. Et voilà, donc le fait d'avoir son propre potager me permet d'avoir... Bio, évidemment, hein, parce que comme je fais de la culture de la vigne en biodynamie, j'allais pas mettre des pesticides dans mon potager. Donc, j'ai des légumes d'une qualité exceptionnelle, et comme c'est mon jardin potager, je peux les ramasser surtout comme je veux. C'est-à-dire que je fais la différence sur les petits pois et sur le haricot vert, en passant plusieurs fois dans les raies, et donc je les ramasse tout petit. Hein. C'est comme des cheveux d'ange, les haricots verts. Mais vous l'avez fait à une époque où personne n'y croyait, on s'en fichait complètement. Oui, bon, mais je sais pas si c'est bien d'être trop en avance, mais bon, en tous les cas, je l'ai fait, c'est vrai, il y a longtemps, et ça continue. Donc, quand j'ai embauché Glenn, je lui ai dit, voilà, moi, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Mon menu de légumes, je veux qu'il continue, voilà, alors et je veux qu'on mette des haricots verts et des petits pois, parce que c'est là-dessus que je fais la différence. J'ai la chance de pouvoir avoir des produits d'une qualité exceptionnelle qu'on trouve nulle part ailleurs. Oui, et vous travaillez aussi avec des artisans, vous faites votre pain, vous faites votre... Enfin, tout, c'est vraiment presque de l'autarcie. On essaye de plus en plus, oui. C'est-à-dire que je récupère les déchets, c'est les cochons qui les mangent. Donc j'ai peu de déchets. On travaille avec beaucoup d'artisans locaux, c'est-à-dire pour la vaisselle. J'ai même installé un atelier de poterie à Beaumanière. Donc notre vaisselle est faite sur place. Il y a un souffleur de verre qui nous fait aussi tout ce qui est verrerie, qui est à Saint-Rémy. Voilà, le pain, c'est en interne, c'est notre boulanger. Là, je suis en train de semer du blé pour avoir des variétés de blé anciennes provençales pour pouvoir récolter de la farine issue des blés de mes terres et avoir du pain correspondant donc à cette farine-là, etc. Donc, effectivement, on essaye le plus possible d'être en autarcie. On ne l'est pas complètement, parce que c'est impossible. Mais vous continuerez comme ça, parce que, encore une fois, vous avez dépassé l'âge de la retraite, mais il n'est pas question pour vous d'arrêter, et même vous préparez la suite avec une de vos filles. Oui, j'essaye de la préparer, j'espère qu'elle pourra prendre la suite, ce serait une grande satisfaction. Mais vous n'avez pas du tout l'intention d'arrêter? Absolument pas. Par passion? Oui, bon, on a la chance, hein, c'est-à-dire que quand on est son propre patron, on a la chance de pouvoir décider du moment où on s'en va.
Voilà. Ben pour l'instant, vous restez. Nous allons bientôt nous quitter, mais je recommande à celles et ceux qui nous écoutent ce livre signature de Jean-André Charial, L'Esprit Baumanière chez Flammarion, la transmission d'un style intemporel, parce qu'on a des recettes, mais aussi un art de vivre auquel vous êtes fidèle. Oui, et puis j'aime bien l'idée de ne pas être à la mode, c'est-à-dire que quand on n'est pas à la mode, on n'est pas démodable. Voilà. Je peux vous confirmer que vous êtes intemporel. Merci Jean-André Charial d'avoir trouvé le temps de venir sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, à demain.